Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir en particulier à nos intervenants de ce soir. Je m'appelle Didier Péclard, je suis maître d'enseignement et de recherche ici en sciences politiques et je dirige le master en études africaines que l'Université de Genève a ouvert il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et c'est avec un grand plaisir qu'on accueille cette conférence ce soir sur le futur du travail en Afrique, qui est le fruit, enfin si on se retrouve ici, c'est le fruit d'une collaboration qu'on a depuis, en fait même avant le lancement officiel du master en 2016, on collabore depuis 2015, on discute depuis 2015 avec Julien Chambol, avec Africa 21, donc je suis très heureux aussi que Julien ait pris l'initiative de proposer cette conférence ici à l'université et qu'on puisse abriter ce thème qui est évidemment central en quelque sorte pour nos étudiants et nos étudiantes que je salue, que je remercie d'être venus, parce que finalement le futur du travail, ça vous concerne très directement à la fin de vos études. Mais c'est pas tellement de ça qu'il sera question ce soir, mais effectivement d'un enjeu qui est énorme en Afrique, notamment du fait de l'augmentation démographique, de la croissance démographique. Comment est-ce que les économies africaines vont pouvoir absorber des millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi, et comment est-ce que quelles sont les réponses que l'on peut donner à cela notamment depuis l'OIT ici à Genève. Et c'est vrai que cette conférence, si je me souviens bien, Julien, tu me corrigeras si jamais, s'inscrit aussi même si on a une année trop tard, on est déjà en 2020, mais s'inscrit quand même dans le centenaire de l'OIT. C'est bien ça? Alejandro va en parler. D'accord. Voilà, je vous souhaite donc à tous la bienvenue. Merci encore d'être là et je vous passe la parole pour la présentation plus thématique, je crois. Voilà. Merci. Bonjour à tout le monde, moi c'est Nkourayo Albano, je suis aussi un doctorant en sociologie. Et puis ce qui est intéressant pour notre thématique du jour, c'est que j'ai été sur le marché du travail avant de reprendre mes études, donc ça fait un peu d'expérience de terrain, ensuite les études théoriques pour pouvoir s'améliorer et repartir sur le monde du travail. Donc je voudrais par ces mots remercier le Graduate Institute pour le Global Studies. La confusion est très fréquente, on vous en tiendra par rigueur. Ouais, pour nous permettre de pouvoir tenir cette conférence ici. Et puis c'est une conférence qui se trouve sur la droite ligne des politiques d'Africa 21, dans la mesure où on a des thématiques, des projets sur lesquels on travaille depuis un certain nombre d'années. Par exemple, le projet sur les emplois verts en Afrique, ensuite le projet sur la promotion de l'entrepreneuriat qui s'est fait en collaboration avec le Cameroun, par exemple. Donc c'est une thématique sur laquelle on travaille depuis un certain temps au nombre d'Africa 21 et puis on est aujourd'hui content de pouvoir discuter de ces thématiques avec vous. Pour ce faire, donc, on remercie le Global Studies pour nous donner cette occasion d'avoir des discussions qui seront sans doute intéressantes. Dans ce sens, et de vous donner la parole pour pouvoir présenter. Je me lève, c'est plus facile de parler. Comme ça, bonsoir tout le monde. Je suis Alejandro Bonilla, je suis originaire du Mexique et ça fait 40 ans que je suis en contact avec la Genève internationale. N'était pas encore né, j'étais déjà là en train de visiter la Genève internationale. Je suis un ancien fonctionnaire du Bureau international du travail, j'en ai travaillé 25 ans. J'ai visité 112 pays en mission de travail. C'est énorme, c'est dur pour le fonctionnaire, c'est dur beaucoup plus pour la famille. Parce qu'on beaucoup. Et maintenant, je suis le président de l'association d'anciens fonctionnaires internationaux pour le développement, qui s'appelle Grace Health, que nous sommes tellement contents, tellement fiers de l'activité professionnelle qu'on a eue dans le système des Nations Unies, et moi en particulier au VIT, qu'on veut donner en retour. Et on fait du travail bénévole avec les universités, avec les associations, avec les ONG, avec les missions, et tout de façon bénévole.
tout est gratuit, on n'a pas de valeur. Si vous regardez notre budget, il est vraiment ridicule, on n'a pas de ressources. Mais on a décidé une longue expérience que vous partager. Les objectifs de l'association, je prends 2 minutes pour faire un peu de publicité. On essaie de faire un lien entre la Genève internationale et la Genève locale, parce que des fois ce sont des mondes séparés. On essaie de faire un deuxième lien entre les seniors et les jeunes. Alors toutes nos activités sont intergénérationnelles et on organise chaque année des dialogues intergénérationnels pour discuter les thématiques qui vous intéressent à vous. Nous sommes on a déjà passé, mais les thématiques qui vous intéressent, on essaie d'être très humble parce que nous avons l'expérience, mais le contact avec les gens, c'est toujours très enrichissant et vous savez tous et toute une vision du futur qui nous enrichit. Alors, on remercie toujours la participation des gens dans toutes nos activités. On garde toujours un équilibre aussi des gens, moitié homme, moitié femme, dans toutes les activités. On a cassé le jeu. Oui, mais il y a beaucoup de dames et de femmes, mais normalement, on essaie de garder cet équilibre. Quelque chose qui pourrait vous intéresser pour finaliser. Dans les activités qu'on organise 2-3 fois par an, c'est de coaching et d'information et simulation pour les doctorants, les gens qui sont en maîtrise et puis les gens qui sont en licence, qui souhaitent postuler un poste dans le système des Nations Unies. Alors on voit votre CV, on fait une interview, comme vous citiez, c'était pour de vrai avec une interview, et on fait du coaching. Voilà ce qu'on a remarqué, voilà la façon dont vous pouvez améliorer votre présentation. Alors on a beaucoup d'activités, comme vous savez qu'à visiter le site, l'intergénérationnel et le contact avec les gens, pour nous, c'est fondamental. Maintenant, 2 mots sur le VIT. Quand j'ai découvert le VIT il y a 40 ans, je n'avais aucune idée de ce qui c'était vraiment en réalité. Quand je suis arrivé à Genève, je demandais à la carte coordonnée, je voulais aller à l'OIT. Il n'y avait personne qui savait où c'était l'OIT. Parce que pour moi, en espagnol, c'était l'Organisation internationale du travail. Et tout le monde connaît Genève, le BIT. Et le BIT, c'est le secrétariat de l'OIT. En fait, c'est l'Organisation internationale du travail, qui a un secrétariat, qui est le Bureau international du travail, que la plupart des gens connaissent. Je ne savais pas comment ça marchait. Moi, je suis mathématicien. Alors, je me demandais ce que je veux faire dans une institution qui s'occupe du travail et des droits et du dialogue syndical. Mais derrière tout projet de développement, il y a un financement. Vous le voyez peut-être tous les jours, les discussions sur les retraites en Suisse et maintenant les discussions sur les retraites en France. On peut avoir toutes les bonnes idées, mais il faut qu'il y ait l'argent qui suit, il faut qu'il y ait un budget qui soutienne toutes les activités. Alors c'était le rôle qu'on devait jouer. Et je me suis rendu compte aussi qu'il fallait être très humble, et ça c'est pour faire l'introduction sur ce qui se passe sur l'Afrique. Tout ce qui est reflété par les PIT, ce n'est pas exactement ce que le secrétariat, ce que les fonctionnaires pensent. Toutes les normes internationales du travail qui sont adoptées au BIT, toutes les recommandations qui sont adoptées au BIT sont les fruits du dialogue, d'un dialogue global, d'un dialogue régional et d'un dialogue au niveau des pays. Alors quand vous lisez une recommandation, une norme internationale du travail ou un document de l'Organisation internationale du travail, ce n'est pas ce que le fonctionnaire pense, c'est le sujet dont se sont mis d'accord les membres de l'Organisation internationale du travail. Quand on le voit, des fois on dit c'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est pas génial. Si j'étais à l'Université de Genève, à l'Institut Global Institute ou ailleurs, j'aurais fait mieux. Oui, mais les documents qui sortent du BIT ont une force morale. Parce qu'il y a 180 pays représentés par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, qui se sont mis d'accord. Alors il y a très peu d'institutions qui ont la force morale. Voilà, je sais que ce n'est pas parfait, mais il y a 184 pays, employeurs et travailleurs, qui se sont mis d'accord avec une recommandation. Alors ça, c'est un point que moi j'étais très fier de le présenter, de le mettre devant la Banque mondiale, le Fonds monétaire ou les autres organismes
qui était basé vraiment sur le génie et la créativité de ces fonctionnaires et qui n'avaient pas la force morale. Et le modus operandi de BIT, c'est le dialogue. Chaque sujet qui est discuté, comme on va discuter, il y a des documents qui sont historiques, comme la déclaration du centenaire, dont Claude va nous en parler, et les documents qui ont été adoptés à la conférence internationale du travail de l'année passée. C'était la conférence du centenaire, et qui donne déjà une vision sur laquelle se sont mis d'accord les 184 pays membres du BIT, plus les employeurs, plus les travailleurs. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est improvisé, c'est quelque chose qui a demandé, je pense, au moins 2 ans de travail. C'est les sujets qui ont été discutés. Ça s'est envoyé à des dialogues dans les pays, qui remontent au dialogue dans les régions, qui remontent à Genève. Et ici, il y a 6000 délégués qui se réunissent à Genève en juin, qui discutent, qui se mettent d'accord. Moi, j'ai toujours comparé la conférence du BIT comme un opéra, comme Norma ou autre. C'est énorme. Il y a des primadonnes, des primo-ténores, c'est énorme, mais il y a une mécanique, un savoir-faire du bureau qui fait qu'on arrive toujours à du consensus et à des résultats. Et puis, ça ne peut pas rester ici à Genève, parce qu'ici à Genève et en Suisse, c'est à part presque du reste du monde. Il faut que ça arrive à la réalité dans les pays. Alors, il y a des réunions régionales qui sont organisées dans les pays pour extraire de ce qui s'est passé à Genève, comment est-ce qu'on peut traduire ça en réalité maintenant au retour dans les dialogues. Et c'est ça ce que Claude va nous présenter. L'année passée, à Genève, on a eu la conférence internationale du travail du centenaire, et en novembre, en Afrique, les pays membres africains ont eu la conférence régionale africaine, dont il va nous parler et voir quelles ont été les conclusions et les projections pour le travail. Et si vous me permettez une petite introduction de Claude, il nous a envoyé 3 pages de son CV, et il m'a fait un résumé de 3 paragraphes. Désolé, pour ne pas prendre trop de temps. Claude Akpokavi est conseiller principal du directeur général adjoint pour les opérations sur le terrain et les partenariats au BIT. Au bureau du directeur général, il est responsable de la coopération multilatérale et des opérations sur le terrain de l'OIT en Afrique et dans les États arabes. Avant cette affectation, Claude était chargé des missions principales au bureau des activités pour les travailleurs du BIT. Avant de rejoindre l'OIT, Claude a travaillé pour la Confédération mondiale du travail et les syndicats belges ACV, CSC. Et Claude est originaire du Ghana et titulaire d'un doctorat en études du développement de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Alors avec cette introduction, je te laisse la parole et puis on passera aux questions et réponses de vous. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Africa 21, à Grey Cells et à l'Université de Genève. Et merci d'être ici ce soir. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Je sors de toute la paperasse et c'est toujours un plaisir de discuter avec les autres. Je suis ghanéen, je suis du Ghana. Donc, excusez mes erreurs d'accord et tout ça. Donc, et parfois, si j'utilise un peu, je fais un peu d'anglicisme. Donc, on vous a parlé de l'OIT. Donc, une nation qui est née en 1919 dans une condition particulière. Donc, dans un contexte de 1917. Révolution bolchevique, dans un contexte en même temps de post-Première Guerre mondiale, hein, donc tous les enjeux de la paix. Et donc, notre mandat fondamental, et ça c'est différent, et ça c'est très important, c'est la justice sociale. La justice sociale au travail. Ce n'est pas ce qu'on dirait en anglais, wishy-washy, peace and love, development, non, la justice sociale. Donc ça veut dire qu'il y a une justice sociale entre le gouvernement, le patronat et le travail, et les travailleurs. Et donc, il s'agit de pouvoir. Il s'agit de pouvoir. Et
fondamentalement, il s'agit de bouger le pouvoir plus en faveur du travailleur. Et c'est ça, et la méthode que nous avons, c'est la méthode dont Alejandro a parlé, c'est le tripartisme et le dialogue social. Okay? Donc, c'est très intéressant et très important parce que ça veut dire que les négociations sont de nature sont difficiles et les normes que nous fixons servent à protéger les travailleurs, servent à bouger quelque part le ligne de pouvoir vers le plus faible. Nous venons à l'occasion de notre centenaire, nous venons adopter une nouvelle convention internationale sur la violence et le harcèlement au travail. Donc, c'est un effort pour bouger les lignes de force, pour bouger le pouvoir en fonction de travailleurs marginalisés, en faveur des femmes au travail, en faveur, par exemple en Inde, où le low caste, les castes sont discriminés, en faveur de tous ces discriminés, des personnes discriminées. Donc ça c'est très important pour nous. Et donc en 2019, nous avons célébré notre centenaire, mais c'était aussi le 60e anniversaire de notre présence en Afrique. Évidemment, en 59, à partir de 59, il y a eu toute l'indépendance des pays africains, à partir de 60 et tout ça. Évidemment, on était les premiers, en 57, pays indépendants. Mais, donc, on a célébré ça et on a fait une espèce d'état de lieu de la situation dans le continent. État de lieu à la fois du marché du travail, l'état de lieu de l'état de développement et une analyse sur quelles sont les forces ou les tendances fondamentales qui changent et qui vont influencer le travail dans l'avenir, dans le futur. Okay? Donc c'est de cela qu'on va parler un peu ce soir. Donc l'Afrique, les tendances économiques en Afrique sont bien connues. Vous êtes dans le master d'études africaines, tout ça, donc on a des économies, l'Afrique a connu ces dernières décennies un assez bon croissance qui dépasse les normes globalement de l'économie mondiale. Et il y a eu même des pays qui ont eu 6 de 10 meilleurs performeurs dans la croissance économique sont africains. Hein? Donc, du point de vue de la croissance économique, ça marche très bien, assez bien. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, 7% de croissance, Ghana 7%, Tanzanie 6 et 8%, Rwanda 8,7%. Donc, ça bouge au niveau de performance économique. Mais, en même temps, ce chiffre cache des zones de faiblesse, hein, notamment en création d'emplois. Hein. Quand on voit que l'élasticité de nos croissances ne se traduit pas nécessairement dans la création d'emplois. Et ça, c'est assez bien, ça s'explique largement par le fait que les sources de croissance viennent surtout de secteurs tertiaires, de secteurs d'extraction, de secteurs primaires. Et donc, ce qui limite la possibilité d'avoir une croissance qui crée de l'emploi. Hein? D'où le fait qu'à peu près 85% de la population de l'emploi se trouve dans l'économie formelle. Et l'économie formelle que vous connaissez tous, si vous avez passé quelques jours dans les villes africaines, composée de gens qui travaillent précaire, travail de survie, mais aussi des entreprises qui fonctionnent très bien, qui ont réseau très bien, mais qui préfèrent être dans l'informel que dans l'économie formelle, pour toutes sortes de raisons. Hein? Donc voilà un contexte d'un côté assez bonne performance, mais
qui n'est pas soutenu par une performance sociale, je dirais, avec une bonne absorption de création de l'emploi et surtout l'emploi des femmes. Et ce qui est ce qui nous inquiète énormément, le chômage des jeunes constitue un énorme problème et il restera un problème. Je lisais cet après-midi le nouveau rapport de la Banque africaine de développement, où le président disait que chaque année en Afrique, il y a 12 millions de personnes qui sont diplômées et il n'y a que 3 millions qui trouvent de l'emploi. Donc vous voyez très bien la difficulté de notre modèle de croissance de porter, d'absorber même le jeune diplômé, le jeune qualifié dans le continent. Donc ça c'est un peu le background. Donc face à ça, notre réflexion se portait sur quel pourrait être l'avenir du travail dans nos continents et quels sont les facteurs qui vont influer sur cet avenir. Pour que nous, on pourrait faire, disons, un travail en amont pour dire qu'il faut mettre telle ou telle politique en place. Donc, après notre réflexion, nous avons identifié 5 facteurs qui ont une influence fondamentale ou 5 changements systémiques qui vont influencer l'avenir du travail en Afrique. Et qui d'ailleurs l'influencent déjà, de large mesure. Tout d'abord, l'innovation technologique. Nous entrons dans la 4e révolution industrielle. Les trois premières révolutions industrielles nous ont passé comme ça en Afrique. On n'a pas été vraiment bénéficiaires de ça. On a été plutôt le maillon faible qui ont été exploités pour bénéficier d'autres. Et donc, ces 4 révolutions industrielles est de nature à avoir un impact fondamental sur l'emploi sur le continent. Comme vous savez, cette 4e révolution industrielle se caractérise parmi d'autres choses par la digitalisation, la révolution technologique, la robotisation, la fusion entre la biologie et la physique, et l'intelligence artificielle. Donc, quels sont l'impact chez nous? Bon, pour l'instant, nous constatons qu'il y a différents scénarios d'impact sur l'emploi en Afrique. Notamment parce que nous avons toujours encore un main-d'œuvre à bas prix, abondante. Donc, le scénario de robotisation ou de remplacement de l'emploi n'est pas vraiment porté. Mais par contre, on constate que le dynamique d'entrer et de profiter, d'utiliser ces nouvelles technologies sont des dynamiques très très utiles et très très positives. Notamment, on voit ça très bien par les technologies de communication. Aujourd'hui, l'Afrique est le premier continent sur le plan de services financiers par le mobile. C'est la première région pour ça. Donc, on voit une grande capacité d'incorporation des éléments de nouvelles technologies dans certains domaines. On voit aussi une grande capacité par rapport à l'utilisation de nouvelles technologies pour aider la paysannerie. Les paysans constituent à peu près 60% de l'emploi dans le continent et la grande majorité sont des paysans de subsistance. Ils sont toujours dans l'autosuffisance. Donc il y a une grande capacité d'utiliser ces technologies pour faciliter
une coopération dans les marchés nationaux. Donc on voit plusieurs possibilités, même pour augmenter la productivité des petits paysans. Il y a des pays qui utilisent ça, il y a le Nigeria où ils utilisent le portable pour faire le monitoring de distribution des intrants, des engrais et tout ça aux paysans. Donc il y a plusieurs expériences dans ce domaine qui indiquent que les nouvelles technologies sont peut-être une opportunité pour le marché du travail en Afrique et pourrait, si le gouvernement s'en sert correctement, pourrait être un levier pour augmenter la productivité et pour développer certains marchés et les services en Afrique. Évidemment, il y a des risques. Hein? Et on n'est pas à l'abri. Pour les 20 dernières années, nous sommes entrés dans une phase de déindustrialisation, en Afrique. Mais donc, ce n'est pas dit que ça ne va pas continuer si certaines technologies font un déplacement entre le travailleur par des robots, à condition que c'est moins cher d'utiliser les robots. Ce qui sera difficile. Selon le calcul à l'heure actuelle, nous n'avons pas à craindre sur ça en Afrique, mais tout dépend de l'évolution du développement de robotisation dans les entreprises. Donc, mais ça, c'est un chantier énorme. La 4e révolution industrielle est un chantier énorme qui va cadrer, qui va influencer le marché du travail, le monde du travail en Afrique demain. Un autre changement systémique ou méga changement qui est déjà en cours et qui est déjà en train de limiter la création d'emplois dignes sur le continent, ce sont les inégalités. Il y a une croissance des inégalités en Afrique, ce qui est inquiétant. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays africains sont dans le top 10 des pays inégaux, où l'inégalité croît dans le continent. Il s'agit surtout des pays de l'Afrique australe. Afrique du Sud, Namibie, Botswana, la zone d'Afrique australe, où les inégalités continuent à jouer un rôle très important. Donc, ça c'est un grand problème parce que les inégalités c'est un facteur qui entrave la redistribution vers les plus pauvres. Et on a quand même une grande partie de la population qui reste dans l'extrême pauvreté. Et donc, c'est à la fois une entrave pour réduire la pauvreté et une entrave pour améliorer la croissance économique. Donc, ça, c'est un facteur important pour nous, que nous suivons de près, et nos conseils pour tous les pays africains et puis surtout les pays d'Afrique australe, c'est l'investissement dans le mécanisme de redistribution, comme par exemple la protection sociale pour tous, pour assurer qu'il y a une dynamique de redistribution qui favorise les plus pauvres. Un troisième facteur qui change la donne et qui va changer la donne dans l'avenir, c'est le changement climatique. Ça concerne tout le monde, n'est-ce pas? Et nous sommes tous au courant de l'impact du changement climatique partout dans le monde. D'ailleurs, ces changements climatiques vont impacter pas seulement l'Afrique, mais comme la 4e révolution industrielle, ça va impacter tout le monde, partout dans le monde. Et évidemment, il y a tout l'impact qu'on voit, constate. On vient de vivre ce qui s'est passé en Mozambique, dans la sous-région de Mozambique. On parle souvent de montée des eaux, érosion côtière et tout ça.
Mais nous venons de faire un travail intéressant qui montre que le réchauffement climatique a des incidences sérieuses sur l'emploi, surtout au niveau de stress thermique. Le stress thermique. Et ceci va affecter surtout l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud. Le stress thermique, parce qu'avec l'augmentation de température, selon le calcul, la projection, une augmentation de la température mondiale de 1,5 degré va avoir un impact énorme sur la population active, jusqu'à 2,2% total des heures de travailleurs dans le monde seront perdues. Donc 2,2% du total des heures travaillées dans le monde seront perdues. Ce qui signifie 80 millions de postes d'emploi à temps plein. Hein? Donc, avec déjà seulement 2,2, si on a, et avec une augmentation de température mondiale 1,5 degré, avec le stress thermique, on va perdre 80 millions de postes d'emploi à temps plein. Vous avez ici, si vous avez vécu au Niger ou visité le Burkina ou tout ça, donc vous comprendrez bien, il y a quand même une limite pour l'être humain de vivre et de travailler dans certaines conditions. Et selon nos estimations, on risque d'avoir 80 millions de postes d'emploi à temps plein perdus. Ceci va impacter surtout l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud. Donc, dans nos estimations, l'Afrique de l'Ouest, le stress thermique entraînera une perte de 4,8% des heures de travail. C'est-à-dire 9 millions d'emplois à plein temps. Donc, tout ceci est très grave. Donc, mais heureusement, il y a aussi des opportunités de création d'emplois. Si nous mettons l'effort à créer des emplois verts, il y a des énormes opportunités de création d'emplois. Hein? Nous estimons qu'une transition économique pour maintenir les températures mondiales en dessous de 2 degrés pourrait créer 24 millions d'emplois d'ici 2030. Donc, il y a possibilité de créer d'emplois à travers une politique de meilleure gestion ou de faire une transition vers une économie plus durable. Donc, voilà un peu le défi auquel les pays africains sont confrontés. On ne peut pas, certes, ce sont des pays qui n'ont pas créé le problème, hein, mais ils peuvent s'organiser pour mettre en place des politiques qui créeront d'emplois verts dans le pays. Mais il est clair que le stress thermique, si les choses continuent comme ça, vont affecter beaucoup de pays, notamment en tout cas l'Afrique de l'Ouest. Ça équivaut à 9 millions d'emplois à temps plein perdus. Okay. Et finalement, une autre tendance lourde, et cette fois c'est beaucoup plus positive, je dirais, qui va affecter le travail dans l'avenir, c'est la zone de libre-échange continentale d'Afrique. Comme vous savez, les pays africains ont lancé cette zone de libre-échange, 55 pays, 1,2 milliard de personnes. Collectivement, l'Afrique a un PIB de 3,3 milliards, donc c'est à peu près 8e économie dans le monde, derrière l'Inde. Et si cette zone de libre-échange devient effective, réelle, nous pensons que ça va être un moteur de création d'emplois énorme.
à l'heure où on parle, le commerce intra-africain, c'est seulement à peu près 17%. Donc le commerce intra-africain. Parce que les économies africaines sont extraverties. Donc vous n'allez pas envoyer le cacao, vendre le cacao du Ghana à Côte d'Ivoire qui produit le cacao, ou au Cameroun. Hein? Donc voilà, ce sont des économies extraverties. Et donc, tout l'intérêt de la zone de libre-échange, c'est de créer des économies qui commercent plus avec le commerce africain et qui va être un boost pour l'industrialisation. Selon les estimations, si tout va bien, ça va entre 2020 et 2040, on va avoir un boost de commerce intra-africain de 50%. On va aller jusqu'à 50% de commerce intra-africain. Donc, c'est toujours, ça a été négocié, alors que l'Afrique est à 17%, l'Asie est à 50% de commerce intra-asiatique, l'Europe n'en parle même pas, c'est à 70%. Donc, vous voyez l'enjeu. Donc, il faut absolument que cette zone de libre-échange marche. Et si ça marche, ce sera surtout grâce aux PME qui, de toute façon, créent 80% des emplois sur le continent et qui vont avoir une plateforme pour la création d'emplois. Évidemment, tout devait commencer en juillet 2020, donc on est tous comme ça, avec tout croisé pour assurer que ça démarre comme il faut. Mais cette initiative a face à elle plusieurs défis. Il faut régler encore pas mal de problèmes. Les problèmes de facilitation du commerce, donc par exemple, entre les douanes, il y a des douanes où on passe 2 jours, il y a d'autres qui on passe 1 jour pour faire le processing de biens. Donc, il faut voir le règle d'origine pour assurer que les Chinois n'utilisent pas ça pour inonder encore le continent. Bref, il y a pas mal d'enjeux encore, mais ceci, si ça marche, serait un boost énorme sur le marché du travail. Ça va créer énormément d'emplois et ça va absorber à peu près tout l'emploi que nous n'arrivons pas à absorber sur le continent. Donc voilà des éléments clés que nous voyons comme changements systémiques qui vont avoir un impact sur le continent. Mais ce sont des scénarios. Quand on dit l'avenir du travail, le futur du travail, on travaille sur base d'hypothèses. Et puis, pour nous, le grand enjeu, c'est de shape the future, comment on dit ça, de modeler, façonner l'avenir. L'avenir n'est pas prédéterminé. Donc, l'enjeu, c'est de façonner l'avenir pour que ça profite au continent et ça crée de l'emploi et ça soit un boost pour le développement économique et social. Nous avons proposé 3 grands thèmes pour le pays, notamment accroître les investissements dans les capacités des personnes, évidemment pour l'Afrique c'est fondamental, avec le changement démographique qui va avoir lieu. Deuxièmement, l'investissement dans les institutions, les institutions de dialogue, les institutions de surveillance, les institutions comme l'inspection du travail. Dans les années 80, la Banque mondiale et surtout la FMI, ils ont complètement détruit l'inspection du travail en Afrique, quasiment, dans le cadre de l'ajustement structurel. Donc, il faut vraiment investir dans ça. Si on veut éliminer l'économie formelle, ça passe par ça.
avec l'inspection du travail sur le terrain pour assurer que à la fois les entreprises sont bien enregistrées, à la fois pour assurer que les conditions de travail sont bonnes et respectent les normes internationales de travail. Et puis troisièmement, investissement dans le travail décent. Notre cas de travail, c'est le travail décent. C'est-à-dire qu'un travail, mais pas n'importe quel travail, pas un travail de survie comme l'économie formelle, mais un travail où il y a la protection sociale, hein, où les droits du travail sont respectés, hein, et où il y a le dialogue social. C'est-à-dire que où le travailleur puisse entrer en dialogue avec l'employeur et le gouvernement s'il le faut. Hein, donc il y a un cadre de dialogue social. Et ceci est très important pour avoir un travail digne, un travail décent. Hein. Donc, il faut investir dans le travail décent. Mais en ce qui concerne l'Afrique, il y a aussi d'autres défis spécifiques. Tout d'abord, améliorer la formation professionnelle, ce qui va être fondamental dans les années à venir. Avoir un plan d'action d'urgence pour l'économie formelle, développer les entreprises durables, donc à la fois durables socialement parlant, mais aussi au niveau environnemental, assurer l'épanouissement des normes internationales du travail, des droits des travailleurs, hein, de mettre l'accent sur la participation des femmes dans le monde du travail. Et je pense que ceci, et finalement, et je vais terminer sur ça, et surtout d'assurer une transformation structurelle de l'économie. Et ça, c'est vraiment la clé. D'assurer une transformation structurelle de l'économie de manière inclusive. Donc, de changer de structure, même les sources de croissance de l'économie, et d'assurer qu'on a une différente interaction entre l'industrie et l'agriculture. Et ceci implique fondamentalement une réelle politique pour la paysannerie. Et je ne parle pas de commerce et d'agriculture commerciale. Je parle de la petite paysannerie en autosuffisance. À peu près la moitié de l'emploi sur le continent. Et qui sont des personnes qui très souvent sont coupées du tout, mais qui vont partir en vie si on ne fait rien. L'Afrique, d'ici 30 ans, sera le premier continent urbanisé, où la majorité des populations vivent dans la ville. Et si on veut régler ça, il faut absolument assurer qu'il y a une nouvelle interaction entre l'agriculture paysanne et l'industrie. Donc, c'est ce qu'il faut. Il faut une réforme, il faut une transformation structurelle de l'économie, et puis assurer, surtout dans le cadre de la zone de libre-échange africaine, que le PME puisse commencer à donner une incitation pour qu'ils puissent développer les produits et puissent exporter vers les pays voisins. Voilà quelques éléments pour votre réflexion. On m'a demandé de parler pour 15 minutes, donc j'espère avoir respecté le timing. Mais je suis vraiment ouvert pour d'autres questions, pour aller plus loin. Ce que je pense est important, que je pense que l'Afrique est dans un autre moment. Ce n'est plus l'Afrique post-coloniale, dépendante, corrompue, je ne sais pas, tous les clichés, les famines, tout ça, avec tout. C'est un bon moment de réfléchir, d'être chercheur sur l'Afrique. Parce qu'on voit
on peut étudier les dynamiques internes, hein, et comment les dynamiques internes sont de plus en plus importantes, même parfois, que les dynamiques externes sur le pays. Et donc, pour moi, c'est vraiment un bon moment, et je pense, surtout dans le cas de l'énumération de classe moyenne, selon les projections de la BAD, la classe moyenne africaine, dans les 20-30 prochaines années, c'est à peu près 40% de la population. Évidemment, leur chiffre, leur seuil n'est pas très haut, c'est pas comparé avec la classe moyenne européenne ou même. Donc, mais ça ouvre d'autres perspectives aussi de construction de classe sociale. Et ça montre aussi que aujourd'hui, la création de richesse, la création d'accumulation ne se passe pas totalement par l'État, hein, comme dans le temps. L'accumulation se passe en dehors de l'État. Hein, ce qui fait que les possibilités de création d'emplois sont beaucoup plus intéressantes. Et de fait, moi je suis beaucoup plus optimiste sur l'avenir du continent. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre présentation sur le futur du travail en Afrique. On retient surtout les 4 facteurs qui auront d'influence sur vraiment l'avenir du travail en Afrique. Et en dehors de ces 4 facteurs, j'ai quelques questions qui subsistent encore et j'aimerais bien en savoir plus. Je vais poser rapidement la question pour pouvoir laisser la parole aussi au public qui a certainement cette question. Ma première question porte sur le secteur informel. Quel est l'avenir du secteur informel en Afrique? Parce que dans votre présentation, vous avez dit que 95% de la population est dans le secteur informel. Mais quelle est la position de l'OIT là-dessus? Est-ce que avec vos scénarios, ce secteur va plus se formaliser ou bien ça va continuer à absorber cette masse de jeunesse qui évolue à une vitesse exponentielle, puisque les projections montrent que bientôt on est déjà à 1,3 milliard et que ça ne va que s'accroître avec la transition démographique qui se pointe à l'horizon. Ça, c'est la première question. Non, pour nous, le secteur informel est voué à vocation à disparaître. Peut-être pas totalement, mais le secteur informel va disparaître. En Europe, il y avait un secteur informel avant. Hein? Après la révolution industrielle, tout n'était pas réglementé et tout ça. Nous définissons le secteur informel plus en fonction de la réglementation. Ça dit que c'est un secteur qui est pas du tout réglementé ou partiellement réglementé ou insuffisamment réglementé par l'État. Et donc, c'est lié largement à la capacité de l'État africain de réglementer la chose, l'économie informelle, non seulement de mettre en place des règles, et souvent les règles existent, mais surtout de les appliquer. Et donc, ceci passe évidemment par toutes sortes d'initiatives. Nous avons une multitude d'initiatives pour ça, pour faire un passage, par exemple, dans la formation professionnelle de l'économie informelle vers l'économie formelle. Mais tout dépend aussi de la capacité de l'économie formelle d'absorber les travailleurs qui sont aujourd'hui dans l'économie informelle. Ceci n'est pas le cas. Je pense que
le fait que notre capacité, avec un point de croissance, donc une capacité de créer de l'emploi, c'est ça qui est peut-être le premier entrave. Parce que même si on croit, on ne crée pas de l'emploi suffisant qui correspond à notre croissance. Et ça parce que les sous-emplois sont dans des secteurs qui ne sont pas créatrices d'emplois. Hein? D'où la nécessité d'une réforme structurelle de l'économie. Hein? Donc, même si on a une industrie pétrolière, il y a toutes sortes de petites et moyennes entreprises autour de ça qui doivent être créées, qui doivent être poussées, qui doivent être encouragées, qui vont alimenter l'industrie pétrolière. Et ces PME doivent, peuvent créer de l'emploi. Par exemple, pour les pièces d'échange et tout ça. Donc, il faut réfléchir autrement. Il faut réfléchir de manière beaucoup plus stratégique. Hein? Et ça le message commence à se passer. Mais c'est vraiment un travail à longue haleine. Et je constate que le gouvernement, il y a un certain nombre de gouvernements qui commencent à prendre ça au sérieux. Surtout par exemple la formation professionnelle. Hein? Et ça ne sert à rien. Bon, chez nous par exemple, on a eu une politique d'éducation gratuite jusqu'à secondaire. Très bien. Bon. Avec des qualités diverses. Mais ça ne sert à rien sans se pencher sur la formation professionnelle. Parce que, donc, c'est à travers ça que les gens vont sortir avec des skills pour vraiment trouver de l'emploi et de faire ça avec les employeurs. D'où une fois encore la nécessité d'avoir un dialogue social efficace entre gouvernement, travailleurs et employeurs. Donc, ça va être une longue bataille, hein? C'est ça, je l'avoue. Mais au fur et à mesure où le pays se développe, ça va être petit à petit, on va créer plus d'emplois et on va essayer de régler ces problèmes. Mais ça sera, dans notre génération, ça va être une constante. Oui, mais je pense que ça sera dur parce que ça fait déjà 60 ans qu'il y a l'OIT, donc le bureau pour l'Afrique, et que le secteur informel, on entend toujours, or ça demeure à la première place. Ma deuxième question va aussi dans le sens de perspectives économiques. Apparemment, vous êtes optimiste par rapport à l'Afrique et vous avez cité quelques pays dont les croissances montrent que ça émerge. Quel est donc le pouvoir d'émergence de l'Afrique? Est-ce qu'on a un pouvoir réel? Parce que pour soutenir cette masse qui va venir, ces jeunes qui sont sur le terrain, quel est le pouvoir d'émergence de l'Afrique? Je pense que tout d'abord, je dois dire que nous, à l'OIT, on ne peut pas se substituer aux partenaires sociaux sur le terrain, dans les pays. On peut conseiller, on peut former, on peut aider, mais on ne peut pas se substituer aux dynamiques d'un pays, d'un gouvernement, tout ça. Donc, 60 ans, certes, mais ça fait 60 ans de conseils, de soutien, tout ça. Mais, nous, en tout cas, nous sommes assez optimistes pour le continent. Parce qu'il y a une reconnaissance même auprès des chefs d'État de la nécessité de bouger. Enfin, le projet de zone de libre-échange continentale n'est pas... c'est leur idée. Hein? C'est leur projet, c'est leur vision des choses. Hein? L'émergence de groupements sous-régionaux qui marchent assez bien. Hein? C'est leur idée. Hein? Donc, si tu vois l'Afrique, l'évolution du continent, certes, parfois on est découragé, mais il y a des choses qui marchent. Il y a des progrès si nous le font. Dans
le rapport de la banque, la BAD, que j'ai lu ici, ils ont dit quelque chose qui était intéressant, que c'était la première fois où, dans la croissance des pays africains, la majorité de croissance est orientée vers les investissements et non la consommation. Ok. Donc, il y a de plus en plus de prise de conscience sur comment changer la dynamique de l'économie. Donc, certes, l'Afrique a des difficultés toujours, mais les perspectives sont bonnes. Les perspectives sont bonnes. C'est différent de pays à l'autre. Hein. Il y a des pays qui ont toujours un énorme problème de gouvernance, qui sont bloqués. Il y a des pays qui vivent le contre-coup du terrorisme, les questions sur le Sahel maintenant, ou même Boko Haram. Mais il y a d'autres pays où on voit vraiment un effort constant d'amélioration. Parmi les sous-régions aujourd'hui, le sous-région qui marche le mieux, qui croît le mieux, qui est beaucoup plus coordonné le mieux, c'est l'Afrique de l'Est. Hein, où avec un taux de entre 4 et 5%, où les choses... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est pas rose, mais on a une dynamique positive. Hein, et ce qu'on doit faire, c'est vraiment travailler davantage sur le contenu de l'emploi, de la croissance. Hein, d'avoir une croissance beaucoup plus à haute intensité d'emploi. Hein? Et ça, c'est le défi auquel nous sommes confrontés en Afrique. Bon, merci. Peut-être qu'on peut passer à prendre 2-3 questions pour qu'ils puissent répondre. C'était d'abord vous et après vous, madame, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je me posais la question par rapport au travail informel, parce que moi j'ai les chiffres comme quoi il y a à peu près 45% de personnes illettrées sur la zone subsaharienne, et le travail informel pour moi c'est lié à l'illettrisme. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ça? Parce que bon, pour les personnes âgées, l'illettrisme, on ne peut pas faire grand-chose, mais pour les jeunes, parce qu'on sait qu'une famille dont la moitié des revenus passe dans des fournitures pour les enfants, par exemple, ben, les enfants ne vont pas très loin en général dans les études. Parce que, je vais parler des chiffres de l'ODD pour l'éducation. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a eu pas mal d'améliorations sur le front de l'illettrisme. Hein. Et surtout, je sais aussi que après le MDG, c'est le période MDG, que c'était le domaine où il y a eu une forte amélioration, c'est l'eau de formation de jeunes filles. Hein, la formation des jeunes filles et l'amélioration sur la scolarisation des jeunes filles. Et comme vous savez, ça c'est très important, c'est un élément très important, à la fois qui va jouer sur l'éducation de la famille, sur la démographie, tout ça. Donc, le problème de l'illettrisme, je n'ai pas le chiffre exact, mais l'éducation reste la question, le grand enjeu pour les pays africains, pour l'avenir des pays africains. Nous pensons qu'à peu près, il faut à peu près, je pense, 12 millions, chaque année, on doit créer 12 millions d'emplois pour absorber 12 millions de personnes. Et face à ça, il faut être formé. Il ne faut pas seulement être formé de manière classique dans le cursus, mais il faut aussi la formation professionnelle et il faut aussi l'éducation dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles techniques et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un angle, je vais dire, l'enjeu numéro 1 pour nous. Et certes, nous agissons sur la formation professionnelle, mais l'autre aspect de la formation, c'est plus le travail de l'UNESCO. Mais je pense que c'est vraiment un défi énorme sur le continent. Donc, mais, comme le rapport de la BAD a dit cette année, on crée quand même, il y a quand même, qu'est-ce que j'ai dit, 12 millions de diplômés qui sortent de l'école, hein,
avec un diplôme et tout ça, mais on n'absorbe que 3 millions. Donc voilà le grand défi. Et le reste, qu'est-ce qu'il faut? La doudouille, à l'économie formelle. Hein? Et ceux qui sont les plus frustrés, ils font le 419, comme le Nigeria, ils vous envoient des mails pour trouver, je sais pas. Voilà. Mais voilà le problème, hein, ce sont les problèmes réels. Hein? Donc, pour nous, c'est clair. L'enjeu sera comment améliorer le contenu d'emploi dans notre trajectoire de croissance. Hein? Et ça passe aussi par le renforcement de PME. Ce projet de zone de libre-échange va nous aider énormément pour ouvrir le marché interne. Hein? Et j'espère que les pays vont aussi continuer à faire des efforts sur l'éducation pour tous. Merci. Ensuite, j'aurai peut-être des commentaires, mais avant, il y a aussi des questions, s'il vous plaît. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé justement du chômage des diplômés, chez les jeunes surtout, et puis la question de la zone de libre-échange qui serait positive pour l'emploi. Et quand vous parliez de ça, je me suis rappelé d'une phrase que Buhari avait dit en avril 2018, Nigerian youth are lazy. Premièrement, et deuxièmement, ce même président a décidé, je crois, depuis septembre 2019, de fermer les frontières du Nigeria, ce qui, depuis lors, entrave énormément l'économie avec les pays voisins, tant sur le plan formel qu'informel. Et puis, c'est vraiment l'inverse de nos recommandations. Alors, vous avez beaucoup parlé des facteurs économiques pour améliorer la situation du travail. Mais là, il y a des facteurs de gouvernance. Oui. Et vous disiez tout à l'heure, il me semble que vous ne pouviez pas faire grand-chose avec ça, avec la question de la gouvernance politique. Mais là, il y a un problème de dialogue social très, très important. Il y a une rupture même. Donc, comment est-ce que vous voyez ça? C'est clair qu'il y a un problème de Nigeria. Nigeria, c'est quoi? Je ne connais plus le chiffre récent. C'est quoi? 180 millions, quelque chose comme ça. Donc c'est un pays qui se suffit, je veux dire. Et le Nigeria, je suis gagné, hein, donc le Nigeria c'est le chaos. D'accord, comme ça. Mais il faut nuancer ça, parce que je suis Nigérien et je suis ghanéen. Donc, c'est ça. Entre nous et les Nigériens, il y a une petite... on se taquine tout le temps. Mais bon, mais le problème du Nigeria, ça vient surtout du Bénin, parce qu'ils se sentent parasités par le Béninois, qui importent tout et qui inondent ça sur le marché, et d'où c'était appelé le facteur déclencheur de la fermeture, et surtout pour le riz. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour être autosuffisants dans la production du riz, hein, et je crois qu'ils sont maintenant, quelque part, mais si les Béninois importent du riz de l'extérieur et passent ça par les frontières et coulent ça sur le marché à un prix inférieur, ça déstabilise toutes les efforts. Donc, il y a une petite guerre là-bas, mais c'est surtout le pays qui est plus visé, c'est le Bénin. Hein. Au niveau de la CEDEAO, il y a une discussion sur ça, et c'est clair que par rapport à la zone de libre-échange, il va falloir clarifier ça. Mais votre question soulève une question encore beaucoup plus importante. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas remplacer le gouvernement. Ça veut dire que ce sont les mandants d'un pays qui doivent prendre leurs responsabilités. Okay? Mais, quand même, notre rôle, c'est de faciliter le dialogue social dans ces pays-là. Le problème de gouvernance est un énorme problème. Surtout dans certains pays. Il y a eu des améliorations dans pas mal de pays. Aujourd'hui, en Afrique, plusieurs pays sont
démocratique ou à peu près démocratique et où il y a des alternances sans problème. Et cette année, il va y avoir quoi, 18 pays avec des élections. Pour la plupart, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de problème. Mais il y a de grands problèmes ailleurs, dans des pays comme le Zimbabwe, dans d'autres pays. Enfin, je veux dire, et si vous suivez tous ces pays, par exemple le Zimbabwe, très souvent, la grande opposition s'articule autour des organisations syndicales. C'est les organisations syndicales qui avec d'autres, sont le mouvement moteur de la lutte contre l'autocratie. En tout cas, en Zimbabwe, c'est le cas. Et donc, nous avons un mécanisme au BIT qui les aide beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut porter plainte contre le gouvernement pour non-application de conventions signées sur, par exemple, la liberté d'association. Et dans la liberté d'association, il y a aussi les choses comme respect des droits civils, respect des droits de manifester, respect de... sinon des choses comme ça. Donc, quand le pays porte plainte, il vient devant la commission d'application des normes, ils sont assignés devant tout d'abord la commission d'experts qui évalue le cas et donne un avis juridique. Et certains pays peuvent venir devant la commission d'application des normes en juin dans la grande conférence dont Alejandro a parlé. Et c'est un moment très difficile pour ces pays-là. Parce qu'ils sont, je veux dire, il y a vraiment un effort faut qu'ils se rendent compte. Et puis, ça peut aller jusqu'à une mission d'investigation internationale. C'était le cas par rapport à la Pognon dans la période communiste. Récemment, c'est Myanmar qui était... et donc, nous n'avons pas des armes de destruction massive, mais nous avons un pouvoir d'appréciation, de morale sur ces pays-là qui les aide à se mettre les choses en ordre. Mais, donc, à travers le normes international du travail, on arrive à quand même organiser un certain niveau de démocratie sociale dans ces pays pour assurer que, pour donner par exemple le droit aux organisations syndicales de se constituer, de devenir forts et puis d'entrer en dialogue avec le gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, même si dans la plupart des pays, à part l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, le Kenya, les syndicats ne sont pas très forts, numériquement parlant. Mais ils sont en général forts politiquement parlant. Donc, nous avons les normes qui les protègent et qui font en sorte qu'ils arrivent à jouer leur rôle de contre-pouvoir contre le gouvernement. Si vous me permettez un commentaire avant la question, pour faire le lien avec l'éducation, que je trouve que c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, avec l'approche des objectifs de développement durable, les agences des Nations Unies essaient de ne pas travailler dans des silos indépendants, mais on fait ça des corrélations entre les différentes activités. Une des causes parfois que les garçons et les filles ne vont pas à l'école, c'est parce qu'ils sont au travail. Ils travaillent. Alors le BIT a un programme, peut-être son programme le plus important, c'est l'élimination du travail des enfants. L'élimination du travail des enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. En collaboration avec l'UNICEF, pourquoi ils ne vont pas à l'école? Parce qu'ils vivent dans des zones rurales où il n'y a pas d'école. Il faut marcher 10 km pour aller à l'école et puis y revenir, c'est compliqué. Alors de plus en plus, il y a des coordinations pour rapprocher au moins un minimum d'écoles avec des constructions locales, avec une contribution vraiment très locale pour assurer. De même pour la santé. Des fois, c'est bête comme l'eau, manque d'eau. Parce qu'il y a les filles qui sont demandées à aller chercher l'eau. Alors elles passent tout leur temps, des petites filles, surtout les filles, moins que les garçons, aller chercher l'eau pour qu'il y ait de l'eau. Alors des fois, c'est une agence qui s'occupe de l'infrastructure pour faire des puits et assurer
l'eau qui va permettre que les enfants ne travaillent pas. Et en plus, il y a aussi des gros programmes qui sont pas seulement du BIT, mais maintenant UNICEF, OMS, presque toutes les agences des Nations Unies sur la construction de socles de protection sociale. Protection sociale, pas à la défensive, mais presque à l'offensive. Pas attendre que les gens tombent dans la misère, pas attendre que les enfants soient au travail, mais donner les ressources. Parce que des fois, quand on demande aux familles pourquoi est-ce que les garçons ne vont pas à l'école, ils disent parce que ce qu'ils font, ça m'aide à boucler le mois et j'en ai besoin pour acheter. Et on a fait les comptes, mais combien est-ce que les 2 ou 3 pauvres garçons vous donnent chaque mois? Alors on a installé des systèmes d'allocation familiale, sans contribution. Mais écoutez, la seule condition, c'est que les enfants aillent à l'école. Et 1 ou 2 fois par an, un examen médical, et le système de protection sociale est en train de vous donner ça, un montant équivalent aux ressources que les enfants vous donnent. Alors, il y a des projets concrets qui sont établis. On a un problème additionnel, surtout pour l'éducation. Madame parlait du dialogue. Et c'est très important que les dialogues soient informés. Le BIT et les agences des Nations Unies mettent beaucoup d'efforts pour que le dialogue soit avec connaissance des causes. Parce que sinon, on discute sur des bases idéologiques la plupart du temps. Et très souvent, le BIT, le système des Nations Unies, prend par exemple les employeurs d'un côté pour discuter et les mettre à niveau sur l'information. Puis les travailleurs pour les mettre à niveau et pour le dialogue, et puis le gouvernement. Et une fois qu'ils sont avec une base minimum d'information, on essaie de promouvoir le dialogue pour qu'ils prennent les décisions. Il y a un problème, je finis avec ça, il y a un problème que c'est pas un problème, je ne veux pas dire une bêtise, c'est la démocratie. Parce que si la démocratie fonctionne, le gouvernement va changer tous les 4 ans. Pour moi. Et l'espérance de vie de n'importe quel ministre dans un pays en voie de développement, c'est 2 ans, à peu près. Alors tous les 2 ans, 6 mois, 2 ans, il y a les ministres qui changent. Alors la partie fondamentale qui est le gouvernement est presque instable. Celle qui reste, c'est plutôt les travailleurs et les employeurs et les investisseurs étrangers. Alors on essaie à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, de le mettre à niveau pour qu'il puisse continuer le dialogue et pour qu'il puisse assurer une certaine continuité. Mais c'est un challenge, la continuité, parce que la démocratie, quand elle fonctionne, il y a changement de signe chaque fois et chaque nouveau gouvernement qui arrive, il dit, moi non, je vais commencer à bien faire les choses, les autres n'ont pas très bien fait, et c'est pour ça que j'étais à l'opposition. Alors nous, les choses se compliquent, il y a toujours la politique, on ne peut pas l'éviter. Mais il y avait des questions encore. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, merci pour cette conférence intéressante. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et c'est aussi le terreau de l'humanité. Il est planté un arbre du monde. Donc les racines sont en Afrique et qui fructifient ailleurs. Comment faire que les fruits profitent à ceux qui sont à l'origine de ces fruits? Le problème, c'est que les pays colonisés, en fait, même après l'indépendance, ils sont toujours colonisés autrement. Donc, je vois un peu l'Afrique. C'est triste ce que je vais vous dire, mais c'est une réalité. C'est comme une entreprise pour ceux qui l'ont colonisé, et même après l'indépendance, continue de notre manière d'épuiser ces ressources. Et c'est pour cela que j'ai utilisé cette symbolique de l'arbre. Et donc, du coup, comment faire pour un peu lutter face à l'injustice, à l'inégalité, à l'exclusion, et faire en sorte que ceux qui habitent ce continent-là, qui est le plus vieux continent du monde, faire en sorte qu'ils puissent un peu exploiter ces ressources et limiter la fuite des cerveaux, limiter à ce que des richesses partent ailleurs, pour qu'il y ait vraiment une logique et une cohérence qui parle à ce monde, parce que au bout d'un moment, c'est inadmissible. Alors, autrement dit, je vais vous citer un peu les 3 mots qui vont par rapport aux EDD. On parle de la responsabilité environnementale,
on parle de l'équité sociale et de bonne gouvernance pour le côté un peu social. Le côté environnemental, on parle de responsabilité et on finit par l'efficacité économique. Où sont un peu ces trois valeurs par rapport à tout ça? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Merci. Je suis un Africain et récemment je dis à quelqu'un que nous sommes un peuple traumatisé. Depuis 4 siècles d'esclavage, suivi par la colonisation, suivi par la néocolonisation, c'est ce que je voulais dire, que les Africains sont traumatisés. Et petit à petit, nous arrivons à nous défaire de ce traumatisme qui a été passé de génération à génération. Et nous sommes aujourd'hui dans une autre ère où nous pouvons dire que nous commençons à prendre en charge nos propres destinées pour aller de l'avant. Ce ne sera pas une tâche qui sera réalisée le jour au lendemain. C'est comme si nous sommes sur une route. Et avec chaque génération, nous faisons un pas en avant. Les générations de mon père, ils avaient une autre mentalité. Ils m'ont appelé Claude. Et mon frère c'est Richard, Victoria. Moi, ma génération, j'appelle mon fils Adwina, ou Kafoui, ou Dela. C'est pas seulement moi, c'est ma génération au Ghana. Donc, on passe par des phases, par des générations. Et le traumatisme que nous avons vécu, qui est passé de génération à génération, change. Elle est de moins en moins et nous nous levons de plus en plus. Tout ça pour dire que aujourd'hui, avec l'émergence de cette classe moyenne qui émerge en Afrique, on a des choses merveilleuses qui se passent. On a des créations d'emplois dans le secteur vraiment où personne n'a pensé de ça. On a l'utilisation de nouvelles technologies comme on appelle ça. On a l'idée on appelle ça le mobile banking dans le monde. Donc, je veux dire, l'histoire, notre trajectoire, certes faite de haut et de bas, prend d'autres et différentes dimensions. Et l'Afrique que moi j'ai connue, moi je n'ai pas connu la colonisation. Et l'Afrique de mes enfants sera très différente encore. Donc, je pense que cette perspective historique est intéressante, est importante, pour dire que nous ne sommes pas voués à cette je veux dire, destinée de toujours être lié, toujours être, comment je peux dire ça, toujours être dominé, et que justement les idées comme la notion de libre-échange, qui est une idée africaine, sont justement un moyen que les Africains trouvent pour qu'ils puissent puiser leurs propres ressources, transformer leurs propres ressources sur le continent et jouir de leurs propres ressources. Okay? Certes, tout ça ne sera pas fait avec une ligne sans des hauts et des bas. Parce que les Africains ne vivent pas en isolation. Il y a aussi des facteurs externes qui jouent. Il y a aussi des facteurs externes qui jouent. Prenons le cas de la CFA, qui pendant longtemps a fait en sorte que les pays francophones de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest étaient fortement liés, toujours liés à la France. Et donc, ils sont en train de vivre
la décolonisation à ce niveau aussi, au niveau financier. Dans les pays anglophones, ils disaient toujours, on n'a pas de marge pour investir ou pour donner des prêts. Pourquoi? Parce qu'ils devaient garder 50% de leurs réserves en France. Vous voyez? Ok, donc, maintenant, avec l'éco, ils ont contrôle de ces 50%, mais ils sont encore liés par d'autres mesures. Parce que la France sert toujours comme le bureau d'échange de la zone, parce que la France garantit l'équivalence. Mais ça aussi, c'est une étape, parce que le plan de la CEDEAO, c'est d'aller vers une monnaie unique pour l'Afrique de l'Ouest, mais une monnaie flottante qui sera, avec le valeur qui sera sur un panier de monnaie. Donc, c'est comme ça l'histoire de notre continent. C'est difficile, mais nous sommes en route. Nous sommes sur une route avec des hauts et des bas. On peut voir le vide, le verre à moitié vide, mais moi je vois le verre à moitié plein. S'il vous plaît. D'abord. Moi, j'ai 3 questions normalement, mais je ne sais pas si le temps nous permettra de répondre à toutes les questions. Mais déjà, la première, je m'interroge sur le titre en fait, de cette conférence. Quel futur du travail en Afrique? Et puis, en entendant justement vos interventions, les références et notamment les exemples que vous prenez sont plutôt axés sur l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique australe. Mais qu'est-ce qu'on en dit de l'Afrique centrale? Qu'est-ce qu'on en dit des pays qui se trouvent dans le sud de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on en dit des pays du nord de l'Afrique? Parce que là, c'est comme si en fait il y aurait une seule Afrique qui se compose dans une seule dynamique, alors que les dynamiques aussi internes de l'Afrique varient en fonction des régions, mais aussi en fonction des pays, et même à l'intérieur des pays en fonction des communes et des provinces. Donc moi je m'interroge sur ça. Et puis ma deuxième question, c'est sur le modèle de l'OIT. On pense à un modèle qui doit être adapté aussi à l'ensemble des pays de l'Afrique, mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas changer d'approche en adaptant les modèles en fonction des dynamiques justement de ces pays? Et la troisième, elle est plus axée maintenant sur les expressions utilisées. Vous avez parlé de changement de modèle de croissance en Afrique. Donc là, moi directement, je fais référence à une œuvre de Kakoun Nabupo sur justement l'urgence africaine. Ensuite, vous parlez du moment de l'Afrique en ce moment. Donc là, récemment, Khaled Bigué qui a sorti un livre sur l'heure africaine, changer l'approche, s'adresser aux jeunes, aux femmes et justement à l'informel. Mais là, j'ai l'impression que le regard de l'OIT sur le secteur informel est plutôt un regard un peu noir, dans le sens où l'informel doit être ce qu'il ne doit plus être. Mais pourquoi on ne pense pas aussi à faire de cet informel du formel, c'est-à-dire en proposant des normes, en proposant des réglementations dont on veille aussi aux applications. Enfin, je ne sais pas, mais bon, là ce sont mes questions. Ce qui est plus facile, c'est la dernière partie. On ne peut pas accepter l'informel, la précarité, l'économie de survie. On ne peut pas avoir les normes pour le sous-économie. Notre objectif et notre volonté, c'est que cette sous-économie, cette économie formelle devienne formelle. Que le travail ne plus continue dans un informel de survie et de précarité, mais devient décent. Okay? Et pour devenir décent, ça doit être formel. Ça doit avoir, le travail doit avoir une protection sociale. Le travail doit avoir des droits. Hein? Le travail doit avoir la protection de maternité, les dialogues sociaux pour pouvoir négocier ses salaires. Hein? Donc, c'est pas qu'on se contente, non, on ne veut pas se contenter, on œuvre avec le gouvernement pour que l'informel, petit à petit, se transforme en formel. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous avez fait une comparaison justement avec l'Europe, ça veut dire donc qu'en Europe on ne trouve pas de l'informel aussi? Ou parce que je pense quand même qu'il y a aussi de l'informel partout dans le monde, c'est juste qu'il se représente de manière différente en fonction des régions où on se trouve. Maintenant, moi c'est vraiment ça ma question, est-ce qu'il faut vraiment
supprimer l'informel ou peut-être justement penser à des règles, penser à mettre en place un cadre en fonction justement de l'informel. Parce que par exemple en Afrique, c'est le commerce justement des femmes qui mène vraiment ce travail d'informel et qui participe aussi à la croissance et au développement des pays. Donc que faire dire aujourd'hui à ces femmes de cesser l'informel ou peut-être proposer justement ce cadre de réglementation? Il s'agit de formalisation de l'informel. Ok. Hein, comprenez? C'est la formalisation de l'informel. Parce qu'il y a, à la Banque mondiale, qui pense que, comme la majorité c'est dans l'informel, les normes doivent être aussi dans l'informel. C'est-à-dire qu'on doit avoir des sous-normes pour l'informel. Et nous, notre position est très claire. On ne peut pas normaliser la précarité et la survie. Donc, il s'agit de formaliser l'informel pour qu'on ait une économie formelle, reconnue avec toutes les protections qu'il faut. Okay. Donc, il y avait... mes exemples viennent de l'Afrique de l'Ouest, excusez-moi. Je ne peux pas aller l'Afrique centrale, que je connais un peu aussi. Je connais beaucoup la RDC. Je pense que toutes les régions ont leur propre dynamique. Hein. L'Afrique australe a sa propre dynamique, où c'est une région vraiment où il y a les inégalités sont énormes. Et c'est une région, surtout quand il s'agit de l'Afrique australe, surtout l'Afrique du Sud, qui est qui pourrait exploser, quoi. Je veux dire, avec le taux d'emploi des jeunes, hein, et le taux de précarité des jeunes. D'ailleurs, ça a été manifesté récemment, si vous avez suivi, avec l'histoire des migrants et tout ça, hein, qui est souvent une petite partie de l'iceberg, qui cache l'iceberg, mais il y a pas mal de défis là-bas. Et l'Afrique du Sud, qui est un peu le moteur de toute la sous-région de la SADC, qui doit vraiment régler ces problèmes. Et c'est le même problème avec l'Afrique centrale, qui a d'autres types d'enjeux de pacification, et surtout pour la RDC, qui a un grand problème de gouvernance, hein, mais en même temps qui a une grande créativité et dynamisme de la population. Okay. Donc, comment est-ce que les choses vont se développer dans les années à venir? C'est à voir. Okay. L'Afrique du Nord est aussi dans sa propre dynamique. Nous, on a été présents, par exemple, en Tunisie. Donc, en Tunisie, ceux qui ont gagné le prix Nobel de la paix, il y avait 4 acteurs, je pense. Il y avait les syndicats, il y avait les employeurs, il y avait le juriste, et puis il y avait un quatrième, je ne sais plus. Mais c'est pour dire que dans tous ces pays-là, nous soutenons les forces vives du pays pour arriver à une meilleure gouvernance. Et nous avons investi beaucoup, par exemple, dans le cas de la Tunisie, pour renforcer les organisations syndicales et renforcer les organisations d'employeurs pour qu'ils soient à même d'être un contre-pouvoir, quelque part, au gouvernement pour arriver à avoir un développement beaucoup plus juste, beaucoup plus inclusif dans ces pays-là. Donc, on est fort implanté dans tous ces pays-là et dans toutes ces sous-régions. Le modèle de l'OIT. Bon, le modèle de l'OIT, nous avons les valeurs qui sont des valeurs universelles. Nous avons un mandat qui est un mandat universel pour la justice sociale. Mais même, comment on traduit ça dans chaque pays dépend de chaque pays. Dépend du modèle de développement, dépend de philosophie culturelle, religieuse, etc. Hein? Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, le dialogue social marche très bien en Europe. L'Europe est l'auteur, quelque part, de le dialogue social. Mais ce même dialogue social que nous prenons marche différemment selon les régions, selon les sous-régions. En Afrique, selon le pays, ça marche assez bien. En Amérique latine, c'est beaucoup plus tendu. Hein. En Asie, c'est difficile. C'est difficile.
Donc, vous voyez, il y a plusieurs réalités, mais notre outil le plus important, c'est sur le norme international du travail, les conventions que le gouvernement doit adopter. Ce sont des conventions à la fois universelles, mais qui doivent être insérées dans la législation de chaque pays. Donc, on fait attention à ce qu'il y ait la flexibilité nécessaire pour que ça englobe toutes les réalités du monde, pour que ce soit pertinent dans chaque réalité du monde. Donc, on est vraiment international dans ce sens. On fait attention à ce que les conventions respectent les réalités. Parce que les conventions ne touchent pas, je ne dirais pas, touchent uniquement à l'essentiel. Hein? Et ce sont aux pays de mettre à faire en sorte que c'est réalisé dans ces pays. Je prends la convention 138 sur le travail des enfants, hein? Donc, qui dit que jusqu'à l'âge de la fin de l'éducation, l'enfant doit être à l'école et pas au travail. Hein? Et puis à partir de 18 ans, cette personne est un adulte. Mais en même temps, c'est au gouvernement de fixer l'âge. Donc, pour certains gouvernements, c'est 14 ans. Pour d'autres, c'est 16 ans. Pour d'autres, c'est 17 ans. Okay? Selon les réalités locales. Okay? Nous reconnaissons que nous acceptons ce qu'on appelle le light work, le travail léger. Hein? Déjà, à partir de 10 ans, on respecte ça. Parce que, et le travail léger, c'est si tu demandes à ton fils d'aller faire quelque chose, c'est le travail légitime. Et ce travail léger aide l'enfant aussi à se développer. Hein? Et donc, dans toute la diversité du monde, avec différentes perspectives et tout ça, ils doivent appliquer cette convention-là, en assurant que les enfants sont à l'école et pas au travail. Okay? Donc, je pense qu'on fait beaucoup d'attention, on prend beaucoup d'attention à ça. Merci. Je vois qu'il y avait une question. S'il nous reste sur le temps. Rapidement, c'était par rapport à la zone de libre-échange qui, comme vous l'avez dit, effectivement représente un potentiel très, très important de développement à plusieurs échelles. La question que je me demande, c'est que je voulais vous entendre un petit peu sur les risques aussi, et même les risques de conflits éventuels, parce qu'on sait que depuis l'époque coloniale où les frontières ont été imposées, finalement les frontières ont été une ressource pour beaucoup de communautés, et y compris pour les communautés qui avaient été coupées en deux par ces frontières, parce qu'il y a des économies locales qui se sont développées autour de la frontière, soit en contournant les tarifs douaniers pour des commerces plus ou moins illégaux, enfin, et toutes ces économies qui sont anciennes et qui existent dans beaucoup de zones frontalières vont être quand même remises en cause par cette politique de libre-échange. Est-ce que vous voyez là un risque aussi de tension, voire de conflit autour, parce qu'on sait qu'un certain nombre de ces acteurs aussi sont des acteurs de poids localement, même s'ils ne sont pas forcément toujours dans la légalité. Comment est-ce que vous voyez ça en fait? C'est une bonne question. Il y a des risques, d'énormes risques. Il y a des risques liés à genre OMC, facilitation de commerce. Bon, par exemple, vous traversez une douane entre le Ghana ou bien pour ne pas utiliser un pays, l'Afrique de l'Ouest, disons entre le RDC et le Congo-Brazza, hein, vous allez traverser, je ne sais pas combien d'heures ça prend pour transporter des biens, ça peut prendre 2 heures, même parfois 2 jours. Hein. Donc, il faut avoir des règles communes pour tous ces pays. Hein. Il faut avoir des règles sur l'origine de biens. Hein. Donc, est-ce que si j'importe 80% de biens venant de la Chine, j'ai fait l'assemblage et puis bon, tout ça doit être clarifié. Il y a plein de règles comme ça qui doivent être clarifiées. Et puis, pour revenir à votre il y a des réseaux. Il y a des réseaux qui contrôlent les douanes, les différentes douanes, et eux, ils ne sont pas bénéficiaires de cette histoire-là.
Et très souvent, ces réseaux ont aussi des appuis politiques. Hein. On a parlé de Nigeria et le Bénin. Toutes ces histoires-là sont contrôlées par les réseaux, qui ont des routes, des passages et tout ça. Hein. Il y a des réseaux de trafic, qui font le trafic des personnes vers les plantations de cacao en Côte d'Ivoire, par exemple. Hein. Donc, tout ça va créer des non-tensions. Et donc, qui vont avoir des échos même au plus haut niveau dans un certain nombre de pays. Mais la vision est maintenant là. L'ambition est là. Et donc, il incombe aux États membres de trouver les voies et moyens pour assurer qu'ils règlent les problèmes et assurer que ces problèmes soient réglés. Je dois dire quand même que, à cause du fait qu'en 1985, on a été découpé par hasard, il y a aujourd'hui, moi je suis avec, il y a des affaires au Ghana, il y a des affaires au Togo, il y a des affaires au Bénin. Quelque part, ça donne aussi la possibilité d'un autre type de réconfiguration de notre continent entre le peuple. C'est vrai que le peuple, ils avaient toujours l'air mécanisme formel et informel de se regrouper, mais ça crée une autre incitation, une autre possibilité, et d'autres formes de groupement et de création des espaces. Et même des espaces économiques, comme partout dans le continent. Et je pense que, quelque part, ça répond aux vieux rêves de Kwame Nkrumah et consorts, d'avoir une unité qui font en sorte que le peuple, entre eux, les Akans de la Côte d'Ivoire et du Ghana, puissent se trouver pour créer leur réseau dans le temps, où le Congo, le Bas-Congo de l'Afrique centrale puisse retrouver. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait être un effet, disons, qu'on n'a pas pensé de cette initiative. Mais vous avez absolument raison, le réseau qui contrôle les douanes. Parce que si il faut transporter ton bien, ça prend 48 heures, ils vont t'assurer que ça va prendre 24 heures si j'interviens. Donc tous ceux-là, ils ne vont pas être contents. Le temps est fini, on pourrait passer des heures et des heures à discuter tout ça, c'est vraiment passionnant. Moi, tous les gens qui travaillent au système des Nations Unies, il n'y a pas la nationalité qui est invitée. Quand j'ai travaillé en Afrique, j'étais africain, moi-même, même si je suis mexicain. Et je suis optimiste parce qu'en tant qu'Africain invité, je voyais qu'il y avait une mentalité, une attitude qui changeait. J'ai senti beaucoup, surtout en Afrique, un yes we can. On peut le faire, il n'y a pas de fatalité, on peut le faire. Et il me semble que ce changement qu'on ressent de plus en plus nous permet d'être optimistes, de penser que les changements vont se faire. Bon, alors, merci beaucoup pour votre attention et on reste en contact. On vous a invité à visiter notre site web et si on peut avoir une collaboration future avec le Global Institute ou avec vous en particulier, chacun de vous, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup et bonsoir.